Riposte aux violences gynécologiques et obstétricales en Afrique et particulièrement au Bénin. Signalement des actes fautifs. Est-ce le rôle de la sage-femme? Est-ce qu'une sage-femme exerçant dans le privé ou dans le public a-t-elle l'obligation de signaler les violences, de signaler les actes fautifs, de défendre les femmes? C'est la question qui se pose et qui se retrouve partout. Dès qu'on fait une séance, dès qu'on fait une séance de sensibilisation, une séance de parajuridisme communautaire ou une séance de renforcement de capacité à l'endroit des professionnels ou à l'endroit des individus, familles et communautés, cette question revient toujours. La femme victime de violence doit-elle signaler cette violence? La sage-femme qui est de garde ou de permanence et qui constate que sa collègue ou certaines personnes ont fait de la violence, est-ce qu'elle doit garder le silence? Est-ce qu'elle doit parler de devoir de réserve pour ne pas parler de ces violences, pour ne pas les signaler? Est-ce qu'on parlera de secrets professionnels? Aujourd'hui, nous voudrions apporter des réponses à toutes ces questions. Il y en a même qui vont jusqu'à dire « Ah, c'est un agent public. Un agent public a l'obligation de se taire. Un agent public ne doit pas signaler les choses. Un agent public doit venir au boulot, travailler et rentrer. Un agent public est sous l'obligation de réserve. » Et la question revient. La question revient. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous allons prendre un peu les documents normatifs, surtout du Bénin, quelques documents. Et j'ai choisi seulement 2 pour répondre à cette question. Déjà, le premier document, c'est le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique du Bénin. Et quand je prends ce document à la page 36, j'ai constaté qu'il y a un titre que je voudrais partager avec vous. On dit signalement des actes fautifs et faits contraires au code d'éthique et des valeurs. Et dans ce titre, le développement qui est fait, je vais vous lire ce qui est là, dans ce paragraphe. Tout agent public a l'obligation de signaler ou de dénoncer tous actes et faits contraires au code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. À cet égard, la hiérarchie administrative doit préserver une culture de la porte ouverte et de la liberté de parole, dans laquelle les agents publics peuvent lui faire part de leurs préoccupations de toutes sortes, sans craindre des sanctions. Je vais insister sur les quelques groupes de mots de la fin. Sans craindre des sanctions. Actuellement au Bénin, surtout quand on prend les agents de santé, particulièrement les sages-femmes, ou même les aides-soignants qui sont informés de beaucoup de choses, on dit, ah, il paraît que nous sommes agents publics, hein. Il paraît qu'il y a le secret professionnel, il paraît qu'il y a l'obligation de réserve. Donc même s'il y a violence, nous ne devons rien dire. Même si les responsables nous donnent des instructions illégales, on est obligé de faire pour ne pas avoir de problème, pour ne pas être affecté abusivement ou bien pour qu'on n'arrête pas notre contrat. Aujourd'hui, je vous dis, c'est non, c'est passé à côté. Donc le contenu du test que je viens de vous lire nous montre, met en exergue l'importance du signalement des actes fautifs, des faits contraires au code d'éthique et des valeurs. Je vais aborder encore un autre point qui préoccupe souvent. Une question qui revient toujours, c'est la question de la détention illégale des accouchés. Quand la femme finit d'accoucher, il n'est pas rare d'entendre, surtout les jeunes collègues sages-femmes, ah, il paraît que si la femme ne paye pas, elle ne doit pas rentrer. On nous a dit de la mettre là. Parfois même on ferme la porte ou on la surveille. Mais dans notre pays, que dit la Constitution? Je voudrais passer par cette séance d'information parajuridique pour vous présenter la décision DCC 21058 du 28 janvier 2022. Je vous invite
à aller rechercher cette décision et à lire le contenu. C'est une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin, bien sûr. Une décision qui est liée au fait qu'il y a une personne qui a été informée des violences faites aux accouchés, des accouchés qui ont été détenus dans la période et qui a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle. Je vais vous lire la conclusion. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui, je dois encore aborder d'autres sujets. Je vais vous lire ce qui est inscrit sur la dernière page. On a dit en conséquence, dit que la Cour est compétente. Article 2, dit que le recours est recevable. Article 3, dit qu'il y a violation de la Constitution. Et en bas, on a dit, la présente décision sera notifiée à monsieur Lionel Richard Wanou, c'est lui qui avait déposé la plainte, la requête, et au directeur général des CHU. Je ne vais pas citer les CHU ici. Quand vous allez télécharger, vous allez savoir de quel centre hospitalier universitaire s'agit-il. Mais il y a plusieurs CHU qui étaient concernés. Donc, à travers cette décision de la Cour constitutionnelle, nous sommes en train de comprendre que détenir une femme après accouchement pour non-paiement des frais de soins est une violation de la Constitution. Nous ne devons pas violer notre Constitution. Et cette détention illégale est aussi inscrite sur la liste des violences obstétricales faites aux femmes en postpartum. Donc, je voudrais nous inviter à comprendre que ce type de violence doit être banni. On ne doit pas prétexter du fait que la femme n'a pas payé pour la maintenir à l'hôpital. C'est une détention illégale. Et la Cour constitutionnelle dit que c'est une violation de la Constitution. Je voudrais aussi rappeler aux collègues que les pratiques doivent changer. Les pratiques doivent changer. Pourquoi? Nous allons constater que les individus, familles et communautés sont en avance par rapport aux soignants sur les informations qui les concernent. Le monde est devenu un village planétaire et il y a tellement d'informations qui circulent sur Facebook, sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux et qui permettent aux individus, familles et communautés de se connecter et de comprendre. Il y a aussi des personnes qui vont faire des recherches sur le moteur Google, etc. Et je voudrais rappeler qu'en 2024, Amnesty International a lancé une campagne sur le droit à la santé au Bénin. Et par rapport à cette campagne, il y a plusieurs axes d'intervention. Et l'axe, moi, qui m'intéresse, c'est la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales. Et l'affiche que vous êtes en train de voir, si vous regardez sur l'affiche, vous allez constater que Amnesty invite les victimes de violences à faire des dénonciations, à faire des signalements. Et si vous regardez la tenue que j'ai portée, c'est halte au VGO, aux violences gynécologiques et obstétricales. Pourquoi je vous donne toutes ces explications? On a constaté que la campagne menée en 2024 et 2025 sont en train de porter leurs fruits en 2026. Déjà, quand on va en milieu communautaire, les femmes nous notifient qu'elles n'attendent plus les sages-femmes pour adopter les positions qu'elles veulent. Et quand on leur demande, ou lorsqu'on leur dit de se déshabiller, de se coucher sur le dos, pour qu'on puisse leur faire un accouchement en position gynécologique, étant donné qu'elles sont déjà informées en communauté, à travers les sensibilisations faites par les membres d'Amnesty International, d'autres associations, y compris mon association, l'association des soignants amis des patients, c'est qu'elles décident de leur position et elles accouchent. Et effectivement, nous avons des collègues qui ont notre contact, qui n'avaient pas été formés et qui nous disent que mais quand la femme vient, elle est en travail, elle adopte la position qu'elle veut. Si l'agent de santé n'est pas formé, que c'est difficile. Nous voulions dire quoi par là? On a déjà mené la campagne par rapport à la dénonciation des VGO. Amnesty est en train de faire son travail. Les autres organisations telles que Fondation Batonga et autres aussi sont sur le terrain. Les membres de l'association des soignants amis des patients que je représente travaillent aussi sur le terrain. Donc nous allons constater progressivement que les femmes vont s'opposer à des pratiques violentes parce que désormais elles connaissent leurs droits. Et nous allons vous dire que c'est une réussite. Il ne faudrait pas que les collègues prennent ça mal. Le vent de l'humanisation a soufflé dans d'autres pays avant de venir en Afrique.
Et lorsque nous on est allé en formation au Japon comme au Maroc, on a été informés. Parce que quand la femme maîtrise ses droits, elle n'attend plus l'agent de santé pour exiger le respect de ses droits. Au même moment, nous savons très bien que dans notre pays, qu'il y a la loi sur la protection de la santé de la personne qui dit qu'il faut respecter le choix de la parturiente. Donc, on doit respecter le consentement de la parturiente. Si la parturiente choisit sa position, l'OMS a recommandé que la parturiente choisisse sa position. Les exigences légales et réglementaires du pays recommandent qu'on respecte le choix des femmes. Ce qui s'impose à tout gynécologue ou sage-femme aujourd'hui, c'est de se faire former en urgence sur l'accouchement en position libre pour ne pas avoir de problème avec les femmes. Et au passage, je voudrais remercier très sincèrement le président de la République, Romuald Wadaï, son Excellence Romuald Wadaï. Remercier aussi le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, parce que j'ai suivi la conférence de presse. Ici, on a constaté qu'il y a des gens qui faisaient des promesses de campagne et qui ne respectaient pas. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été comme ça. Le président a dit et il a fait. Et nous, étant membres de l'association des soignants amis des patients, nous accueillons ces informations de façon très positive. Nous sommes très ravis du fait qu'on a demandé maintenant à ce que les soignants soignent avant de parler de sous. Et quand je m'intéresse au domaine de l'accouchement, cela voudra dire quoi? S'il y a urgence vitale, si la parturiente qui a été référée présente une urgence vitale, il faudrait qu'on la soigne d'abord avant de parler de sous. Plusieurs milliards ont été investis et nous remercions très sincèrement les membres du gouvernement, le président de la République, les autres décideurs. Et quand ça se passe comme ça et que la femme connaît ses droits, c'est que lors de la conférence de presse, le ministre de la Santé a donné un contact WhatsApp pour que les gens se plaignent, qu'on fasse des audios ou des messages WhatsApp pour signaler s'il y a violence, s'il y a violation des droits ou s'il y a défaut de soins. Je ne souhaiterais pas que des collègues sages-femmes ou des médecins tombent dans des pommes après parce qu'il y a eu signalement, il y a eu ça. Si nous savons très bien déjà que les femmes sont en train d'être informées sur leurs droits, certaines femmes déjà, sinon la majorité des femmes maîtrisent déjà leurs droits, sachons renforcer nos capacités pour être à la hauteur de la tâche. Je finirai cette capsule en rappelant que je suis toujours en fonction. Je suis sage-femme juriste. Je suis en poste à la DDS Atlantique et plus précisément dans les services protection de la santé de la mère et de l'enfant et de la médecine hospitalière. Et je voudrais aussi rappeler que j'ai fait un master en droit de la personne et démocratie récemment. J'ai soutenu en 2024. Je vous présente le thème de mon mémoire. Par rapport à ce mémoire, le thème qui est ici et que je dois vous lire, c'est la protection des femmes et des naissants contre les violences obstétricales en droit béninois. Et dans par rapport à ce travail, il y a des recommandations que je dois mettre en œuvre. Parmi ces recommandations, il y a la vulgarisation des pratiques alternatives humanistes. Il y a la vulgarisation des stratégies de riposte par rapport aux violences obstétricales. Donc, si nous faisons ces séances de sensibilisation, si nous vous fournissons ces informations, ce n'est pas pour opposer la population et les soignants, bien au contraire. C'est pour qu'il y ait une amélioration des relations soignants-patients-famille. Que l'agent de santé qui soigne se trouve bien dans son environnement de travail et que la personne qui vient accoucher accouche en étant vivant et reparte à la maison avec son bébé en forme et que le mari soit satisfait. Donc, sur ce, je vais m'en arrêter là. Ce sont les informations que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. Bye bye!